Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elscape pour l'épisode 33 de Parlons Constitution. On revient sur le pouvoir législatif avec cette question, la question des ordonnances. Faut-il garder la possibilité des ordonnances ? Alors avec la question des ordonnances se pose cette question. Est-ce que c'est un pouvoir antidémocratique ? Souvent la critique qu'on fait envers les ordonnances, elle serait antidémocratique et serait un coup de force du gouvernement. Voyons ce qu'il en est. Alors les ordonnances sont prévues par l'article 38 de la Constitution de la 5e République. Nous allons donc lire tout de suite cet article 38. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Alors déjà dans ce premier paragraphe, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que le gouvernement demande l'autorisation au Parlement, c'est-à-dire que le Parlement peut refuser. On est bien d'accord. Et aussi, les domaines dans lesquels le gouvernement pourra prendre des ordonnances est limité. Limité au domaine de la loi, mais même plus précisément par l'autorisation du Parlement. Et aussi, cette possibilité de prendre des ordonnances est limitée dans le temps, puisqu'il y a un délai. L'article 38 continue, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. On retrouve l'idée, comme pour les projets de loi, d'avis obligatoire mais consultatif du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur de leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Donc ici l'entrée en vigueur se fait dès la publication parce que ces ordonnances doivent s'appliquer. C'est aussi lié à la raison des ordonnances, c'est-à-dire que les ordonnances peuvent servir pour justement faire passer des mesures d'ordre législatif d'urgence, dans une situation qui nécessite qu'on prenne ces mesures d'urgence rapidement. Mais le gouvernement doit déposer ensuite un projet de loi de ratification devant le Parlement, avant une date qui est fixée par la loi d'habilitation. C'est-à-dire qu'il y a un délai pour le dépôt de ce projet de loi de ratification. Et depuis la révision constitutionnelle de 2008, il est noté, elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Alors ce que ça veut dire, et ce que ça engendre, c'est compliqué de le dire. En tout cas, le Conseil constitutionnel a décidé de mettre de côté cette partie-là, puisque quand le Parlement ne ratifie pas les ordonnances, elles gardent quand même en partie une valeur législative, et elles s'appliquent toujours. Et bref, continuons. À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être ratifiées par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Cela veut dire que la capacité pour le gouvernement de prendre des ordonnances est bel et bien limitée dans le temps par la loi d'habilitation. Donc on a une autorisation du Parlement. S'il y a autorisation du Parlement, c'est qu'il y a contrôle du Parlement, et les ordonnances ne sont pas prises sans l'accord du Parlement, donc sans l'accord du pouvoir législatif. Donc ce n'est pas le gouvernement qui vient prendre le pouvoir législatif de force, c'est le Parlement qui autorise à le concéder pour un temps, et sur quelques questions, sur quelques domaines précis. Donc c'est bel et bien démocratique. Ce n'est pas antidémocratique. Enfin, si on se considère en démocratie, si on considère la démocratie représentative comme de la démocratie. Mais ça, c'est une autre question qu'on a un petit peu, pas vraiment abordée quand on a parlé des types de régimes politiques, parce que la démocratie, c'est normalement un régime dans lequel l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la population, délibère et vote les lois. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque ce sont des représentants. Mais bref, en tout cas, c'est dans la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, dans le monde moderne. Pourquoi une ordonnance non ratifiée serait de nature législative si le gouvernement a bien déposé un projet de loi de ratification mais qui n'a pas été voté ? C'est ce que je disais avant, une ordonnance non ratifiée mais où il y a bien eu un projet de loi de ratification qui a été déposé a une nature législative. Pourquoi ? En fait, c'est pour forcer le Parlement à se prononcer s'il souhaite refuser. Le gouvernement a l'obligation de déposer un projet de loi de ratification pour permettre au Parlement de pouvoir refuser. Mais si le Parlement ne s'en saisit pas, alors l'ordonnance a, au moins en partie en tout cas, une nature législative. C'est également pour permettre un accord tacite du Parlement, c'est-à-dire que le Parlement ne va pas rejeter, va pas voter le projet de loi de ratification, c'est donc plus rapide, l'ordonnance continue de s'appliquer quand même. Aussi, c'est pour éviter une surcharge inutile de l'ordre du jour du Parlement. Car on peut supposer que lorsque des ordonnances sont prises, c'est que la situation nécessite qu'elles soient prises, donc rapidement. Et on évite de surcharger le Parlement qui aurait, on suppose dans ces périodes-là, fort à faire. Alors si on résume tout ce qu'on vient de voir, toute cette procédure, qu'est-ce qu'on a ? On a le gouvernement qui va discuter avec le Parlement, donc l'Assemblée nationale, la Chambre des sages et le Conseil scientifique, qui forment bien le Parlement, pour demander à prendre des ordonnances avec le projet de loi d'habilitation. C'est l'Assemblée nationale qui le reçoit, c'est l'Assemblée nationale qui le discute.
l'Assemblée nationale valide, on suppose, elle peut très bien refuser, mais on suppose qu'elle valide, et donc loi d'habilitation. Pendant un certain temps, le gouvernement va pouvoir prendre des mesures d'ordre législatif, c'est-à-dire prendre des ordonnances sur les domaines qui sont dans la loi d'habilitation, et pendant un certain temps. Il prend donc des ordonnances, et le conseil scientifique peut, lui, mettre un veto ou un préavis de veto sur les ordonnances. Avec un veto, elles ne peuvent pas s'appliquer. Bon, ça, toute cette procédure, c'est bien avec ma vision politique constitutionnelle, donc avec le Parlement tel que je l'ai décrit, pour moi, tel qu'il devrait être dans cette série. Bon, supposons qu'il n'y a pas eu de veto, qu'est-ce qui se passe après? Les ordonnances sont là, le projet de loi de ratification doit être déposé dans les temps, avec un nouveau délai prévu par la loi d'habilitation, et l'Assemblée nationale valide la loi de ratification. Voilà, tout est bien, tout est dans l'ordre, les ordonnances sont validées, elles sont correctement prises, c'est ce qui pourrait se passer. Mais, si le projet de loi de ratification n'est pas pris dans les temps, qu'est-ce qui se passe? Les ordonnances sont caduques, elles ne peuvent plus s'appliquer, l'état du droit avant les ordonnances est rétabli. Autre situation, imaginons, le projet de loi de ratification a bien été déposé dans les temps, mais cette fois l'Assemblée nationale décide de s'en saisir pour rejeter la ratification. Les ordonnances aussi vont devenir caduques, et dans ce cas-là, l'état du droit avant les ordonnances va être rétabli. Donc on a vu la procédure, maintenant, à quoi ça sert ces ordonnances? Les ordonnances c'est une législation rapide. Elles apparaissent comme un moyen de législation rapide. Donc, par exemple, en cas d'urgence, ou lorsque le gouvernement et l'Assemblée nationale sont fortement d'accord pour la mise en place du programme et décident que, d'un commun accord, il va pas y avoir de débat plus que ça à l'Assemblée nationale et que le programme va pouvoir être appliqué rapidement avec des ordonnances. Ce second cas n'est pas un cas qu'il faut privilégier, car il est mieux de débattre en démocratie, et de manière générale. Mais ça peut aussi permettre une certaine décharge pour le Parlement d'élaboration technique qui ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que le Parlement, sur certains sujets qui sont très techniques, va pas vouloir s'en saisir, elle va pas vouloir en discuter, les traiter, ces sujets techniques, et va laisser le gouvernement le faire à sa place, comme la codification de mesures qui sont déjà prises par la loi, ou l'intégration du droit communautaire dans le droit français. On l'a donc vu, les ordonnances supposent une confiance envers le gouvernement, puisque le Parlement, et en particulier l'Assemblée nationale, ne va pas pouvoir débattre et modifier ces ordonnances. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc il y a cette confiance, malgré évidemment la sécurité du refus de ratification. Mais les ordonnances peuvent être détournées, elles peuvent servir aussi au gouvernement pour court-circuiter entre guillemets le Parlement et appliquer plus vite et sans débat son programme. C'est une manière de faire de la législation rapide, mais d'une façon négative, on passe au-dessus du Parlement, au-dessus des débats, pour appliquer son programme. Et bien là, j'ai envie de dire, c'est au Parlement de veiller à ne pas se faire marcher dessus, car ça pourrait devenir une mauvaise habitude pour les gouvernements de légiférer par ordonnance plutôt que de discuter, de proposer au Parlement de nouvelles lois, et que le Parlement se saisisse ou non de ces projets de loi pour aller dans le sens ou non de la politique de la nation que souhaiterait mettre en place le gouvernement. Voyons à présent quelques modalités, conditions et obligations rattachées à ces ordonnances. Le champ des ordonnances est limité. C'est ce qu'en a dit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003. Il y a dit dans son 11e considérant en 4e lieu que si une loi d'habilitation ne peut prévoir l'intervention d'ordonnances dans les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, l'article 38 de la Constitution autorise le Parlement à déléguer toute autre matière relevant de la loi. Autrement dit, tous les domaines relevant de la loi habituellement sont susceptibles d'être des sujets pour les ordonnances, sauf les lois organiques, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Je suis d'accord avec cette limitation du champ des ordonnances. Pourquoi? Puisque les lois organiques, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale sont très importantes. Les lois organiques viennent compléter la Constitution, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale viennent poser le budget de l'État et des organismes de sécurité sociale. Et il existe un principe qui est le principe du consentement à l'impôt. Et ce consentement passe par les représentants des Français, que sont les membres de l'Assemblée nationale et du Parlement de façon plus générale. Donc je suis d'accord avec cette limitation du champ des ordonnances. Autre sujet maintenant, la ratification. La ratification se fait par l'Assemblée nationale, et la procédure de vote pour la ratification est la même qu'habituellement à l'Assemblée nationale. Concernant la nature juridique de l'ordonnance, alors voici ce tableau qui résume ce qui, pour moi, devrait être, et c'est en partie, c'est à peu près ça actuellement, ça se trouve c'est même exactement ça, je ne sais pas, mais en tout cas, en y réfléchissant bien, avec quelques recherches, et en reformulant dans ce tableau, voici ce que ça donne.
Si le projet de loi de ratification, donc on suppose que les ordonnances ont déjà été prises, si le projet de loi de ratification est bien déposé, et qu'il y a une loi de ratification qui n'est pas promulguée, on suppose que l'Assemblée nationale ne s'est pas saisie de ce projet de loi de ratification. Dans ce cas-là, la nature de l'ordonnance, des ordonnances, est à la fois réglementaire et législative. En fait, ça dépend du domaine. Ça dépend si ce sont des mesures qui sont du domaine de la loi ou qui sont du domaine des règlements. L'ordonnance peut donc être modifiée par le gouvernement ou le Parlement selon le domaine. Si c'est un domaine législatif, le Parlement pourra seul le modifier. Si c'est un domaine non législatif, donc qui relève des actes réglementaires, ce sera au gouvernement de modifier. Par contre, si la loi de ratification a été promulguée, c'est-à-dire qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, et que le président de la République l'a promulguée ensuite, alors la nature entière de l'ordonnance est législative et rétroactivement à partir de sa signature. Donc la signature par les directeurs et les ministres concernés. Alors là, elle est pleinement législative, du coup elle pourra être modifiée que par la loi, donc que par le Parlement. Si le projet de loi de ratification est rejeté, s'il n'a pas été déposé dans le délai prévu par la loi d'habilitation, alors l'ordonnance est caduque, les ordonnances sont caduques, on a un retour à l'état du droit d'avant l'ordonnance. Donc on revient à la situation avant que les ordonnances soient prises, comme si on les retirait du droit, quoi. Dans ce cas-là, évidemment, toute modification est impossible puisque les ordonnances n'existent plus dans ces cas-là. Ce tableau peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais après ce que je viens de vous dire, ça devrait être clair normalement, ce n'est pas très compliqué. S'il y a dépôt, mais pas de promulgation, la nature c'est réglementaire législative en fonction du domaine. Domaine de la loi, on a déjà vu ça. Si la loi de ratification a été votée et promulguée, toute l'ordonnance est législative. Et si le projet de loi de ratification a été rejeté ou qu'il n'a pas été déposé dans le délai prévu, alors l'ordonnance est caduque, on revient à l'état du droit d'avant l'ordonnance. Alors voyons maintenant un cas peu particulier, les modalités liées à la modification des lois unanimes, principales ou éminentes par des ordonnances. On l'avait déjà prévu quand on avait abordé ce point qui concerne des situations exceptionnelles. Alors dans ce cas-là, il doit y avoir d'abord une demande motivée, donc justifiée par une situation exceptionnelle. Cette demande s'effectue à la Chambre des Sages, puisque c'est elle qui vote les lois unanimes principales éminentes, et cette demande provient du gouvernement, du président de la République ou de l'Assemblée nationale. Et il demanderait quoi? Que le gouvernement, habilité par l'Assemblée nationale, pourra changer une loi unanime principale éminente pendant un certain temps. Donc de recourir aux ordonnances. Dans ce cas-là, il doit y avoir aussi un projet de loi d'habilitation soumis à l'Assemblée nationale. Donc on a un double contrôle de la Chambre des Sages qui va accepter ou non la demande de modification pour situation exceptionnelle d'une loi unanime principale éminente, et un contrôle de l'Assemblée nationale qui va venir valider ou non le projet de loi d'habilitation de prendre des mesures législatives, unanimes principales éminentes ici, par ordonnance. Et il y a saisine automatique de la Cour constitutionnelle qui vérifie notamment qu'on est bien dans une situation exceptionnelle. Alors si on reprend tout ça en schéma, on a le gouvernement, le Parlement. Il y a demande motivée par l'Assemblée nationale, ou le gouvernement, ou le président ou présidente de la République. La demande motivée précise le délai. La Chambre des Sages peut venir accepter cette demande. Mais à tout moment, la Cour constitutionnelle peut arriver et dire non, ce n'est pas conforme, la situation exceptionnelle, par exemple, ou alors c'est une question de procédure, mais la situation exceptionnelle peut ne pas être remplie. Cette condition de situation exceptionnelle peut ne pas être remplie. Et dans ce cas-là, c'est pas possible, on ne peut pas prendre par ordonnance des mesures législatives, unanimes, principales ou éminentes. Le gouvernement ne pourra pas. Par contre, si la demande est acceptée, que tout se passe bien, que la Cour constitutionnelle dit que tout s'est bien passé, que tout est conforme, qu'il y a bien une situation exceptionnelle, que la procédure a été respectée, alors on entre dans la procédure classique. Le gouvernement demande l'habilitation à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut dire oui, avec une loi d'habilitation, et donc il y a un délai. Pendant ce délai, les ordonnances peuvent être prises, et les conseils scientifiques peuvent venir mettre un veto ou un préavis de veto. Ensuite, il y a, dans un nouveau délai, un projet de loi de ratification qui doit être déposé, avec, bien sûr, la possibilité pour l'Assemblée nationale de venir la valider, et il y aura donc promulgation de la loi de ratification. Mais, encore une fois, si le projet de loi de ratification n'est pas déposé dans les temps, alors les ordonnances deviennent caduques. On revient à l'état du droit précédent. Si par contre le projet de loi de ratification a été bien déposé dans les délais, l'Assemblée nationale peut refuser, rejeter la ratification, et donc les ordonnances deviennent caduques et on revient aussi, dans ce cas-là, à l'état du droit initial, donc avant les ordonnances. Mais si tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de refus de l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas eu de refus de la Chambre des Sages, que le Conseil scientifique n'a pas mis de veto et que la Cour constitutionnelle a bien validé toute la procédure et la situation exceptionnelle,
alors une loi unanime principale éminente, voire plusieurs, peuvent être modifiées par ordonnance. Mais comme on le voit là, cette procédure est bien contrôlée. Le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors voyons d'autres modalités. L'article 41 de la Constitution prévoit le cas d'une proposition de loi ou d'un amendement contraire à une délégation. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, ça on l'a déjà vu, ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, donc les ordonnances, le gouvernement ou le président de l'Assemblée saisi peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'Assemblée intéressé, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de 8 jours. Donc on a déjà vu ça, mais c'était important de le rappeler, puisque là on a évoqué les ordonnances, et comme quand on l'avait vu avant, on ne savait pas si pour moi il était bon de garder les ordonnances, on ne pouvait pas le dire pleinement. Mais là, on peut le dire pleinement, un amendement ou une proposition de loi qui serait contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 se verrait opposer l'irrecevabilité. Et c'est logique en fait. C'est logique puisque si on habilite le gouvernement pour prendre ces mesures législatives dans ce domaine-là, c'est qu'on ne veut pas que en même temps, pendant ce temps-là, le Parlement vienne se prononcer aussi. Déjà parce que ça n'aurait pas grand sens de donner une habilitation pour ensuite dire finalement je le fais moi-même, mais aussi pour éviter que les deux normes viennent être en conflit. Si l'ordonnance dit quelque chose et qu'en même temps on vote une loi par derrière qui dit autre chose, il y a conflit entre les normes. Et ça devient un peu embêtant à gérer. Mais c'est surtout parce que si le Parlement décide, l'Assemblée nationale décide d'habiliter le gouvernement, alors il n'y a plus à le faire autrement, du moins pendant la période donnée. Et revenons sur le sujet de l'épisode 32, l'obligation d'étude d'impact, et ce qu'il doit y en avoir pour les ordonnances, en plus de l'avis consultatif obligatoire du Conseil d'État. Eh bien, seulement quelques justifications et mises en contexte, donc non. Non, pourquoi ? Parce que les ordonnances sont aussi là pour être prises rapidement. Elles servent aussi pour une législation rapide d'urgence, notamment en cas de situation exceptionnelle pour le changement d'une loi unanime, principale ou éminente. Sauf pour, on l'avait déjà vu en fait dans l'épisode précédent, pour le projet de loi d'habilitation, sauf pour les lois unanimes, principales ou éminentes, parce qu'il y a situation exceptionnelle, donc il faut alléger un peu la procédure, on a moins besoin de justification dans ce cas-là, et sauf pour les dispositions des projets de loi de ratification d'ordonnance avec des modifications de fond à l'ordonnance. Donc pas que des ajustements d'ordre matériel ou de cohérence. C'est-à-dire que si, dans le projet de loi de ratification, il y a des choses qui modifient l'ordonnance, d'un point de vue du fond, c'est comme s'il y avait un projet de loi à l'intérieur du projet de loi de ratification de l'ordonnance, et donc il faut une étude d'impact. Nous en avons donc fini avec les ordonnances. Pour moi, il faut bien les ordonnances, et non, elles ne sont pas antidémocratiques, elles sont bien démocratiques, car il y a habilitation par l'Assemblée nationale. Aussi, les ordonnances sont là pour une législation rapide, pour une décharge du Parlement sur le gouvernement, pour des questions techniques qui ne l'intéressent pas, comme la codification, le passage d'éléments du droit communautaire dans le droit français, donc du droit de l'Union européenne dans le droit français, mais elles peuvent aussi servir au gouvernement pour court-circuiter le Parlement, et appliquer son programme sans que le Parlement puisse débattre. Mais pour ce dernier cas, c'est au Parlement de faire attention et de ne pas habiliter le gouvernement à prendre des mesures par ordonnance s'il n'y a pas de raison suffisante. Cette procédure des ordonnances est impossible pour les lois organiques, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, et si un projet de loi de ratification n'est pas déposé dans le délai ou alors s'il est rejeté, il y a caducité de ces ordonnances. C'est-à-dire qu'on revient à l'état du droit avant la prise de ces ordonnances. Les modalités liées à la modification des lois unanimes par ordonnance sont principalement les suivantes, en plus de la procédure normale. C'est-à-dire que avant la procédure normale, il y a la demande motivée à la Chambre des Sages, et bien sûr la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. On voit donc qu'il y a un double contrôle de la Chambre des Sages et de l'Assemblée nationale sur le gouvernement, et sur cette procédure. Et autre point important, la situation exceptionnelle est exigée et doit être vérifiée par la Cour constitutionnelle. Et comme je le disais, le reste de la procédure est identique. Veto scientifique possible, projet de loi de ratification, etc., etc. Maintenant qu'on a vu tout ça sur les ordonnances, il y a une question qu'on ne s'est pas posée jusqu'à maintenant. On voit que le Parlement exerce un contrôle sur le gouvernement, qui le limite, ce qui est intéressant du point de vue de la séparation des pouvoirs et des relations entre les pouvoirs, mais les citoyens peuvent-ils contrer le gouvernement, eux ? Devant qui le gouvernement est-il responsable au fond ? Oui, c'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Le gouvernement est bien responsable, en tout cas on dirait devant le Parlement. L'est-il devant le président de la République ? A priori non, en tout cas pas pour moi, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais on va le revoir dans le prochain épisode. Et le gouvernement est-il responsable devant quelqu'un d'autre, notamment devant les citoyens ?
C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode de Parlons Constitution. On avance bien, on continue des sujets un peu techniques, on arrive petit à petit à créer cette constitution, à aborder tous les sujets. Je vous remercie de continuer à me suivre, c'était Healthcare et à bientôt pour parler de la responsabilité politique du gouvernement.